Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc aujourd'hui pour une review d'un oracle, à savoir ici l'oracle de la femme sauvage. Éveillez-vous à votre véritable nature profonde de Cheyenne Zaraté, ou Zarat peut-être, je ne sais pas comment on le prononce. Pardonnez-moi si j'ai écorché le nom de l'auteur. Cet oracle célèbre les 36 personnalités féminines inspirantes, issues des mythes et qui incarnent la femme sauvage. C'est un outil puissant d'introspection, mais aussi de croissance personnelle et spirituelle. Voilà. Donc c'est un oracle qui est tombé à pic, en fait, quand je l'ai découvert. Quand j'ai eu envie, et je t'avais expliqué dans les précédentes vidéos que j'avais fait un petit craquage au mois de septembre sur le site Très Daniel. Et quand je suis tombée sur cet oracle, déjà j'ai beaucoup aimé la couverture. Ça m'a rendu férue de curiosité. Donc du coup, je l'ai regardé un petit peu, j'ai regardé les cartes et tout. Je l'ai trouvé un peu atypique, donc du coup je me le suis offert. Et du coup, cela fait, maintenant, ça va faire 2 mois que je l'ai, que je fais quelques tirages de temps à autre avec cet oracle. Et je trouve qu'il est très aidant en cette période d'introspection, de solitude, de remise en question, d'ajustement, etc., etc. J'avoue que cette année, voilà, depuis quelque temps, j'apprécie toujours autant la période sombre, de septembre à février. Mais j'avoue que j'ai quelques petites périodes plus ou moins délicates, on va dire. Et du coup, j'apprécie me retrouver toute seule et faire un peu de shadow work, de travail sur moi-même par l'écriture, par les tirages de cartes, par voilà, des petits rituels propres à moi pour me permettre d'avoir des réponses à des questions que je me pose. Et donc, la cartomancie, en l'occurrence cet oracle, est très intéressant parce qu'il nous permet de retrouver notre part profonde, notre force intérieure que nous avons toutes et tous, du coup. Et du coup, je ne suis absolument pas déçue d'avoir investi dans cet oracle. Je ne l'ai pas vu passer souvent depuis... Alors après, c'est vrai que là, je tourne la vidéo, on est début novembre. Voilà, je pense que c'était une nouveauté. Je pense que c'est une nouveauté, mais je ne l'ai pas vu passer. Enfin, je ne l'ai pas vu passer, en fait, tout simplement. J'ai dû le voir sur une chaîne. Mais donc, écoutez, vraiment... Il est très bien. Enfin, je vous incite en rien du tout. Hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais j'avoue que c'est dommage parce que je trouve qu'il est d'une puissance absolument incroyable, cet oracle. Alors après, c'est par rapport à mon expérience personnelle, bien évidemment. Peut-être que ça changera d'une personne à une autre. Mais voilà. Et donc l'auteur Cheyenne Zaraté, oui, je crois que c'est ça qu'on dit. Excusez-moi si j'écorche le nom. C'est elle qui a écrit et illustré cet oracle. Donc c'est un oracle de peu de cartes, mais assez puissante néanmoins. Donc un oracle de 36 cartes qui se présente dans une boîte cloche avec 2 encoches pour faciliter l'ouverture et la fermeture du coffret. Donc ça c'est très bien. C'est un petit détail qui n'est pas négligeable. Nous avons... alors attends, on va commencer par le début. On a un livret. Forcément. Et je trouve que aussi, c'est un oracle assez personnel vis-à-vis de l'auteur. Je trouve qu'elle y a mis sa patte personnelle. Je trouve qu'elle c'est comme si elle se livrait de confidence à confidence. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, j'aime beaucoup. C'est une dame apparemment qui a pas mal de connaissances. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup de précision. Je crois qu'il y a quelque chose sur l'auteur. Voilà. Cheyenne Zaraté, une artiste de Toronto au Canada qui dessine à la plume et d'origine chilienne, ukrainienne et écossaise. À l'âge de 4 ans, elle découvrit sa passion pour le dessin et commença à passer des heures chaque jour à recréer ses personnages préférés à partir de livres, films et mythes, et à donner vie sur papier aux images issues de son imagination fertile. Voilà, elle a obtenu certains diplômes,
Cheyenne traversa un éveil spirituel et sentit que son âme lui demandait de suivre une autre voie, une voie plus en accord avec son enfant intérieur qui aimait dessiner toute la journée, perdu dans le monde de la nature, de la mythologie et de la magie. Oui, parce qu'elle était professeure. Voilà, afin de devenir professeure. Et après avoir été professeure, voilà, elle a eu cet éveil spirituel. Aujourd'hui, en compagnie de ses deux chats, Carlos et Lily, Cheyenne consacre à nouveau une grande partie de son temps à apprendre, dessiner et écrire au sujet des personnalités de l'ancienne mythologie, du folklore et du monde moderne, notamment des femmes invitant à s'accepter et dans lesquelles elle se reconnaît. Par ses œuvres artistiques, ses adaptations et ses analyses écrites, sa toute nouvelle raison d'être est d'inspirer et d'aider toute personne, et surtout les femmes, à se reconnecter à sa nature féminine sauvage, innée, afin de vivre en accord avec sa vérité authentique. Et là encore, on nous parle encore d'authentique, pardon, le fait d'être authentique, tout comme j'ai eu le même regard pour l'oracle des abysses. Bref. Donc, je trouve que c'est un oracle à part, voilà. Voilà. Et tu vas voir aussi par les cartes. Donc ici, nous avons le dos des cartes. Donc, alors, j'ai oublié de te préciser, à la fin de la vidéo, comme tu le devines peut-être, je vais piger 3 cartes. Donc ici, je te laisserai choisir le choix numéro 1 pour un personnage masculin en pain d'épices. Un petit ange en choix numéro 2, avec une petite bougie. Voilà. Ou alors en choix numéro 3, Ganesha. Voilà. Donc, je te laisse choisir tranquillement. Et puis, tout à l'heure, on verra le message que tu devras entendre. Enfin, ce sont des messages généraux. Donc, peut-être que ça ne résonnera pas totalement en toi. Voilà. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Voilà. Voilà. Nous avons des tranches noires qui vont, pour le coup, totalement avec l'ambiance du jeu. Et alors, attention, mesdames et messieurs. Voici les cartes. Donc, j'aime beaucoup l'aspect des cartes, un aspect cuivré. Voilà, on n'est pas sur du blanc, du noir ou des illustrations en pleine page. Même si, je ne vous le cache pas, les illustrations auraient été plus larges, au moins, ça aurait pas été mauvais. Enfin, ça aurait été mieux, je ne sais pas, mais voilà, on aurait peut-être mieux vu les choses. Mais là, bon, c'est quand même bien, il y a pas mal, on voit quand même les éléments. Et donc, vous avez le numéro de la carte, le titre et une phrase clé. Et alors, je sais pas, j'adore les illustrations. J'adore son coup de pinceau à la plume, là, qui est là. Et c'est vraiment très, très chouette. Alors, on y va pour les cartes. Donc, les amis, les cartes sont brillantes, elles sont de bonne qualité, comme d'habitude. Voilà. J'aime beaucoup le rendu final. Donc ça, c'est le personnage que l'on retrouve sur la boîte. Je me mets sur le côté parce qu'il y a moins de reflets. Je le trouve presque atypique. Parce que c'est vrai que des oracles avec un fond comme ça, cuivré. Bon, j'ai pas tous les oracles et les tarots qui existent, mais enfin moi dans ma collection, je n'en ai pas. Et j'avoue que
Quand on a un coup de mou, on pige une carte de ce... En pigeant une carte de cet oracle, franchement, ça, enfin moi perso, ça me rebooste. Et regardez-moi cette carte comme elle est magnifique. Le sanctuaire de novembre. Et en plus, on est en novembre. C'est magnifique. Et ça rebooste en fait. Et ça questionne. Ça peut questionner, hein, bien évidemment. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Après, je sais pas, peut-être qu'avec ce liseré rose, ce liseré blanc, pardon, qui est autour de l'illustration, ça fait ressortir aussi quelque part le dessin. Inspiration de la grande prêtresse du tarot. Je trouve qu'elle a vraiment un talent superbe. Et on termine avec la tisseuse de la toile de vie et le mot-clé coopération. Voilà, le dos comme ceci. Pendant que je te présentais les cartes, j'étais en train de me dire que je t'avais pas beaucoup parlé du livret. Je t'ai lu un passage, mais je t'ai pas beaucoup parlé du livret. Donc on a l'introduction où elle nous partage un moment de sa vie. Voilà. Comment utiliser les cartes? Donc on a plusieurs propositions de tirage. Moi pour l'instant j'en pige une. En général j'ai commencé à installer un petit rituel depuis quelques semaines. Quelques mois même. Chaque dimanche soir, je m'octroie un moment et je me fais un tirage de plusieurs jeux, dont celui-ci. Et voilà, je prends juste une carte et je médite un petit peu sur certaines cartes et notamment celle de ce jeu. Voilà, vous pouvez aussi faire un tirage à 3 cartes aussi. Il est vraiment très très chouette et en cette période sombre, il est vraiment, enfin pour ma part, il est très très chouette. Enfin franchement, voilà. Un petit coup de mou, et ben ça nous rebooste. C'est le, comment on appelle ça, Guronzan, voilà. C'est le Guronzan cartomantique. Voilà. Et ensuite, donc pour chacune des cartes, vous avez donc la représentation de la carte en couleur. Voilà. Vous avez le message, le descriptif de la carte, de l'illustration. Et ensuite, suivant si c'est une divinité ou quoi, vous avez le symbolisme de l'élément principal de la carte. Là, ici, on a Anastasia. Voilà, c'était la carte Anastasia. Voilà. Et après, on a les cartes sur Freya, on a le symbolisme, les symbolismes de Freya, les symbolismes de Perséphone, etc., etc. Voilà. Donc maintenant, eh bien, nous allons faire... punaise. Je viens de me faire bon, une manucure maison, bien évidemment. Et je me rends compte que j'ai attendu un peu trop. J'ai pas attendu assez, je veux dire. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout, c'est l'esthétisme. Alors, on va voir avec... on va piger les cartes maintenant. Quel est ton choix? Donc, le personnage en pain d'épices, l'ange ou Ganesh? Choix 1, 2 ou 3 pour Ganesh. Voilà. Alors, il n'y a pas de lecture à l'envers et à l'endroit. C'est un oracle des plus classiques. Hop. Alors, pour le petit ange et pour le petit ange, on va prendre celui-ci. Enfin, celle-ci plutôt. Et pour le personnage masculin, on va prendre celui-ci. Allez, voilà. Hop. Donc,
Donc, ben, on va mettre ça là, par exemple. Voilà. On va mettre ça là, par exemple. Voilà. Tac. Allez-y. Donc, pour les personnes qui ont choisi le petit personnage en pain d'épices, vous avez la carte. Eh bien, nous avons Perséphone, justement. Je t'en parlais il y a quelques secondes. Avec le mot-clé maturité. Regarde-moi, c'est magnifique. Vraiment, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, et peut-être que toi aussi, hein, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Avec le chiffre, le nombre 19, 9 et 1, 10, ça fait le 1 dans la numérologie. Donc, c'est le commencement. La fin d'un cycle, le commencement d'autre chose avec les déesses de la mort. Alors, bon, bref, ça c'est mon interprétation personnelle, intuitive. Alors, de quelle façon ai-je retardé ma croissance et mon voyage vers la maturité en pourvoyant trop aux besoins, aux désirs et aux attentes d'autrui? C'est une question. Le message. Perséphone vous demande de réfléchir à la façon dont vous pourriez avoir mis de côté votre croissance personnelle et votre bien-être en raison des attentes et des désirs d'autrui. Cherchez l'équilibre entre vos désirs et ceux des autres, car la véritable maturité, la véritable évolution pour passer de la jeune fille sans nom à la reine est trouvée en étant capable d'apprécier vivement et complètement les joies de la relation et de la camaraderie, tout en vous situant dans votre propre vérité, avec puissance, grâce et assurance. C'est dommage, il y a les reflets, on ne profite pas tellement de... Oh, on va la mettre comme ça. Dans le mythe grec, Perséphone, également appelée Corée, signifiant la jeune fille sans nom, est la jeune déesse du printemps qui est enlevée par le dieu Hadès et emmenée contre son gré dans le royaume des enfers. Sa mère, Déméter, déesse des récoltes et de la fertilité, cherche sans relâche à la retrouver et exige qu'elle lui soit rendue. Finalement, Perséphone est contrainte de rester une demi-année dans le royaume des enfers en tant que reine d'Hadès et de passer l'autre moitié de l'année à déambuler à la surface de la terre en tant que déesse du printemps avec sa mère, Déméter. Et le symbolisme. En tant que Corée, Perséphone représente la jeune fille archétypale qui ne sait pas encore qui elle est, quelles sont ses forces, ce qu'elle désire vraiment ou ce qu'elle défend. Comme tant de femmes à un moment de leur vie, Corée est trop réceptive et vulnérable aux projections et aux attentes de son entourage. Sa mère, bien intentionnée mais trop protectrice, est son époux qui contrôle tout. Dans le mythe, Corée, la fille éternelle, se transforme en Perséphone. La femme adulte qui exprime sa vérité au risque de déplaire, qui établit clairement des limites même si cela suscite des conversations pénibles, et qui choisit d'être complète plutôt que bonne ou parfaite. Voilà. Si tu avais choisi le personnage féminin, le personnage masculin, pardon. Tu as eu donc le message de Perséphone. Voilà. Ensuite, pour l'ange, nous avons la voix des exclus. Plaidoyer. Bien. Et c'est la carte numéro 7. Voilà. Donc, je te dis, c'est de couleur de carte cuivrée comme ça. Je trouve ça très atypique et très très sympa, très joli. Ça va avec l'ambiance du jeu en plus. Bref. Quelles sont ces facettes de moi-même que j'ai consciemment ou inconsciemment étiquetées comme étant inacceptables ou désagréables et que je peux reconquérir et défendre? Message. Esmeralda vous demande de défendre les exclus qui sont jugés par la société et déshumanisés par ceux au pouvoir,
ainsi que de devenir votre plus grande défenseuse et de donner une voix avec compassion à ces aspects uniques de vous-même que vous avez rejetés depuis si longtemps. Dans le célèbre roman Notre-Dame de Paris et dans les films et les comédies musicales qui en sont inspirés, le personnage d'Esmeralda est une gitane, ou plus respectueusement, une Rome. Une femme rejetée et stigmatisée par la société française, tout en étant considérablement désirée par bon nombre de Parisiens. Elle est la première personne à témoigner de la gentillesse à Quasimodo, un marginal craint par les gens en raison de ses difformités. Esmeralda est accusée de sorcellerie et condamnée à mort par le fanatique religieux Claude Frollo, qui ne peut la posséder ou la contrôler. Elle préférerait littéralement mourir que de se soumettre à lui. Symbolisme. Esmeralda, avec une expression sur le visage de jugement juste, se tient devant la statue de la Vierge dans la cathédrale immaculée de Notre-Dame de Paris, près d'un chapeau plein de pièces de monnaie qu'elle a récupérées en dansant dans les rues. On voit le chapeau juste ici, là. Voilà. Elle symbolise toutes les personnes et toutes nos facettes qui sont rejetées par la société en général et la doctrine religieuse. Alors que nous sommes tous des enfants du divin, nous ne sommes pas tous traités équitablement en tant que tels. Esmeralda est la défenseuse de toutes les voix qui ont été injustement réduites au silence, que ce soit en raison de leur genre, de leur origine ethnique, de leur religion ou encore de leur orientation sexuelle. Voilà. Bien. Très très bien. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi Ganesh, vous avez Skadi. Authenticité. Sept et de 9, c'est la fin. Alors. Quels sont les aspects de mon authenticité que je peux sacrifier injustement au nom du compromis? Skadi vous indique que vous pourriez dissimuler certains aspects de votre personnalité ou sacrifier vos véritables besoins et désirs au nom du compromis. Une relation compatible, qu'elle soit familiale, platonique ou sentimentale, ne nous impose jamais de compromettre notre authenticité, mais de l'accueillir à bras ouverts, de l'encourager et de lui permettre de s'affirmer. Dans la mythologie nordique, Skadi est un Jotun, une géante, et la déesse de l'hiver, des contrées sauvages, des montagnes, de la vengeance et de l'indépendance. Le mot Scandinavie peut être traduit par la terre de Skadi. Dans un mythe, elle prend comme époux Njord, un dieu de la mer. En s'installant chez Nork, Skadi prend rapidement conscience que l'éclat et le bruit des vagues qui s'écrasent, ainsi que les cris stridents des oiseaux de mer, sont trop difficiles pour elle à supporter. Et elle a très envie de retrouver les montagnes silencieuses et gelées, ainsi que les hurlements des loups. Dans un compromis, le couple essaie de vivre entre la côte et les montagnes enneigées 9 jours à la fois, même si l'un et l'autre trouvent cet arrangement pénible. Finalement, Skadi et Njord vivent chacun chez soi, ne se retrouvant que lorsqu'ils éprouvent un immense désir de se voir. Symbolisme. Skadi, qui signifie ombre ou pénombre, probablement en raison de son association avec les jours et les nuits sombres et venteux de l'Arctique, est emblématique de l'authenticité, car elle est prête à choisir sa vérité authentique, peu importe les conséquences. Elle sait que, pour elle, se promener en compagnie d'une meute de loups dans les contrées sauvages enneigées est la façon dont elle incarne ce qu'elle est le plus authentiquement. Même si le compromis est nécessaire à un certain degré et sain de toute relation,
Il faut se fixer des limites sans toutefois se sacrifier ou trahir sa véritable authenticité. Bref, soyez vous-même, quoi. En gros. Allez, voilà les amis, donc c'était pour... Oula. Reviens là, toi. C'était donc pour la présentation de l'oracle, de la femme sauvage. Il faut que je... Tu vois, c'est tout est question d'équilibre. Il faut que je mette au milieu. Voilà. Elle n'est pas droite, mais au moins... Elle est au milieu. Ouais, je sais, c'est chiant. Bref, voici donc ma petite review pour l'oracle de la femme sauvage. N'hésite pas à me mettre en commentaire bien quel est ton avis. Peut-être que tu le possèdes déjà. Mais voilà, je trouve qu'il est... Il est tombé à point nommé en cette période sombre. Et voilà. Si tu veux le lire. Prends soin de toi, garde la foi, prie et je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!